La capitale coréenne, Séoul, a abrité les 4 et 5 juin 2024 le premier sommet Corée du Sud-Afrique destiné à renforcer les relations économiques entre un continent riche de ses ressources naturelles et un champion asiatique de la technologie. Participant au sommet au nom du Bénin, la vice-présidente Mariam Chabi Talata a déclaré que son pays brûle d'impatience de cheminer avec la Corée dans des domaines clés. Pour convaincre les investisseurs coréens, la vice-présidente a vanté l'environnement des affaires amélioré par des réformes qui garantissent la sécurité des investissements directs étrangers. En moins d'un siècle, le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. En effet, après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté, nous savons dans quel domaine nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté de destin des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. La Corée du Sud va doubler son aide publique au développement au profit de l'Afrique pour atteindre 10 milliards de dollars, mais aussi pour fournir 14 milliards de dollars de financement à l'exportation pour aider les entreprises coréennes à développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements sur le continent. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues
ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO, Bénin, à Sémékodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site à l'étape actuelle. L'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'actes d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Je vous remercie. Nous avons une Assemblée nationale qui est en session. Normalement, elle doit se réunir. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Nous avions fait une session extraordinaire, il y avait beaucoup de sujets. Ces sujets n'ont pas été tous examinés. Mais depuis qu'ils ont décidé de faire leur tournée, il n'y a plus de séance à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de séance. Parce que eux, ils sont en tournée, l'Assemblée doit cesser de fonctionner. Ils ont mal de la présence des démocrates à l'Assemblée nationale. Ça leur fait très mal. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'opposition au Bénin. Est-ce que si tu as mangé, quelqu'un a besoin de te dire que tu es rassasié? C'est toi-même qui dois savoir si tu es rassasié ou pas. Donc, s'ils se sentent obligés de se promener dans le pays pour nous dire ce que nous vivons par nous-mêmes, c'est qu'il y a un problème. Ils sont atteints. Nous avons un président de la République qui parle comme s'il n'est pas encadré par des institutions et par des lois. Nous avons une amitié séculaire, plus que séculaire, avec le Niger, nos frères du Niger. Au nom de je ne sais quelle décision de la communauté, on a brutalisé le protocole diplomatique. On n'a pas fait attention à ses intérêts. Un État, c'est d'abord les intérêts des fils et des filles qui habitent le pays. Est-ce que les décisions que notre président a pu prendre vis-à-vis du Niger, est-ce que ces décisions sont bien pensées dans l'intérêt du Bénin? Il ne s'agit pas pour nous ici de venir soutenir le Niger, mais il s'agit pour nous de dire qu'il faut faire attention aux intérêts du Bénin, aux intérêts de nos compatriotes qui commercent avec le Niger, aux intérêts de tous ceux qui vivent du port du Bénin, de tous ceux qui vivent du corridor Cotonou, Malami, Dosso, Niamey, etc. C'est de cela qu'il s'agit. Mais le président
Que doit-il faire lorsqu'on est dans un pays démocratique, où il y a des institutions, où il y a des anciens présidents de la République qui ont fait le travail avec toi, où il y a des diplomates, des anciens diplomates, où il y a des cadres? C'est d'ouvrir les oreilles pour écouter ces gens-là. La délégation béninoise a fait une entrée qui est remarquable à l'occasion de ces assises de l'APF régionale Afrique. Parce que c'est le président Guéounou Vlavonou qui a présidé les assises du début à la fin. Ne serait-ce que pour ça, j'étais très fier. Et donc l'impression, la première, c'est de dire, le Bénin, je suis fier parce que le Bénin a été honoré. Parce que je me suis toujours pincé pendant les assises pour dire, mais ça, c'est le président Vlavonou que je vois là comme ça. Et sur ce point-là, on peut dire que le président Guéounou Vlavonou n'a pas fait le déplacement pour rien. C'était avec un but, nous avons eu l'organisation pour 2025 de la régionale Afrique. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous n'allons pas faire piètre figure. Notre pays a l'expérience aussi des organisations, mais nous saurons sûrement prendre des dispositions sous la conduite du président Louis Guéounou Vlavonou. Le point d'orgue, c'est le thème sur la diplomatie parlementaire et les crises au niveau de la région Afrique qui ont focalisé notre attention. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que nous avons été édifiés par les experts sur la diplomatie parlementaire et qui est un concept tout à fait pas nouveau, mais qui est en évolution pour venir en appui à la diplomatie classique qui est du domaine régalien des chefs d'État, c'est-à-dire de l'exécutif. La diplomatie parlementaire, en réalité, c'est pour venir faire intervenir les représentants des peuples. Sans nommer, la République du roi du Congo a indexé un pays limitrophe sans nommer le pays. Ça a fait réagir naturellement le Rwanda. Et cela a fait que, grâce à notre dextérité, on a pu faire parler les deux, ce qui n'était pas évident. Et cela n'a pas été souvent possible à nos assemblées. Mais ici, au Cameroun, les deux représentants se sont parlé, se sont même salués et on a continué à huis clos à les entretenir. Et déjà, c'est un début des résultats de la diplomatie parlementaire. Moi, je suis particulièrement satisfait et content de ce qui s'est passé. En réalité, la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au niveau international revenait au Gabon. Mais le Gabon étant en situation de transition, ne pouvait pas prendre ce poste. Et comme ça revenait à l'Afrique centrale, et on a demandé à l'Afrique centrale de se retrouver pour nous faire une proposition, et c'est le Cameroun. Dès lors que l'Afrique centrale a accepté que cela soit le Cameroun, il n'y a eu aucune objection. Habituellement, on donne le poste au pays, et c'est le pays qui dit maintenant qui sera le président. On est allé plus loin en nommant directement le président de la section. Hilarion Eton, on l'a nommé directement et à l'unanimité avec un standing ovation pour manifester l'adhésion totale de tout le monde. À Gombe, dans le nord-est du Nigeria, des femmes sont formées par l'UNICEF à la préparation des recettes qui améliorent les apports nutritionnels. Elles apprennent des recettes à base de cultures telles que le manioc. Owa Bouami, mère de 5 enfants, fait partie de ces femmes. Elle cultive des aliments riches en nutriments pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette veuve de 50 ans
a failli perdre son petit-fils touché par le kwashiorkor en raison d'une mauvaise alimentation. Mon petit-fils souffrait de malnutrition et de kwashiorkor. Je l'ai emmené dans un centre de santé où l'on m'a donné des herbes, mais après épuisement, il n'y avait nulle part où en trouver. Pendant que nous attendions, mon petit-fils était toujours très malade. Puis l'UNICEF est arrivé et a constaté son état. Cette organisation m'a appris à préparer de la nourriture avec des patates douces et des haricots de soja pour qu'il n'ait pas de diarrhée. Elle nous a aussi appris à préparer des aliments nutritifs. Au Nigeria, en effet, plusieurs enfants sont victimes de la pauvreté alimentaire chronique et sont de facto touchés par des retards de croissance, selon l'UNICEF. Le taux d'allaitement exclusif dans l'État de Gombe est de 20%. Seuls 25% des enfants reçoivent un régime alimentaire minimum acceptable et le taux de retard de croissance est de 52%, ce qui signifie qu'un enfant sur deux dans cet État souffre d'un retard de croissance et que les enfants de 6 à 23 mois sont confrontés à une pauvreté alimentaire chronique. C'est ce qui a poussé l'UNICEF à lancer un programme nutritionnel dans le nord du Nigeria. L'Afrique regorge 13 des 20 pays les plus touchés par la malnutrition à l'échelle mondiale, selon l'ONU. En République démocratique du Congo, la Banque centrale du Congo a récemment ordonné aux établissements de crédit et aux sociétés financières de reconfigurer leurs terminaux de paiement électronique de sorte qu'ils ne puissent fonctionner qu'avec des francs congolais. Cette mesure vise à promouvoir l'utilisation de la monnaie nationale et à encourager la population à l'utiliser dans toutes les transactions courantes de biens et services. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes importantes initiées par Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. L'objectif principal de cette directive est de stimuler la demande de francs congolais et de réduire la dépendance au dollar américain. À long terme, les transactions en dollars seront plus coûteuses que celles en francs congolais, incitant ainsi les entreprises et les particuliers à tenir leur comptabilité en monnaie nationale. Le gouvernement centrafricain a annoncé la réquisition de 6 stations-service du réseau Tamoil à Bangui pour une période de 45 jours. Cette décision intervient dans le contexte d'une grave pénurie de carburant qui paralyse la capitale depuis plus d'un mois, exacerbant les difficultés économiques et sociales. Les autorités accusent Tamoil, une société française ayant repris les activités de Total en République centrafricaine, d'être responsable de cette pénurie. Le ministre des Hydrocarbures, Arthur Bertrand-Piry, a infligé à l'entreprise une amende de 300 000 € pour sa gestion défaillante. Les gestionnaires nommés par le gouvernement centrafricain devront garantir un approvisionnement régulier en carburant. Cette réquisition vise à stabiliser l'approvisionnement et à atténuer les effets de la crise sur la population et l'économie du pays, déjà durement touchée par les conflits et l'instabilité. 5 nouveaux membres non permanents ont été élus jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU. Avec 179 voix, la Somalie remplace le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Ce vote marque le retour de Mogadiscio aux côtés du Danemark, de la Grèce, du Pakistan et du Panama. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé la détermination de son pays à relever ce défi. Dans le cadre de nos engagements, nous nous efforcerons de consolider la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, y compris l'Union africaine. La Somalie reconnaît l'importance cruciale du multilatéralisme et d'une coopération efficace pour résoudre les défis complexes auxquels le monde est confronté. Ces nations entreront en fonction dès le 1er janvier 2025, prenant ainsi la relève des pays dont le mandat de 2 ans touche à sa fin le 31 décembre. Environ 181 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit un enfant sur 4 dans le monde, sont en situation de pauvreté sévère. Un nombre qui augmente de 50% le risque d'émaciation, une forme de malnutrition potentiellement mortelle. Publié jeudi, le nouveau rapport de l'UNICEF analyse les impacts et les causes des privations alimentaires chez les plus jeunes dans près de 100 pays et dans toutes les catégories de revenus.
Il met en garde contre le fait que des millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas en mesure d'accéder à un régime alimentaire nutritif et diversifié, leur permettant d'assurer une croissance et un développement optimaux au cours de leur petite enfance et au-delà. Si les pays se remettent encore des impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le rapport montre que les effets des inégalités croissantes, des conflits et de la crise climatique ont poussé les prix des denrées alimentaires et le coût de la vie à des niveaux records. Sur les 181 millions d'enfants vivant dans une situation de pauvreté alimentaire grave, 65% résident dans 20 pays seulement. Environ 64 millions d'enfants touchés se trouvent en Asie du Sud et 59 millions en Afrique subsaharienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré jeudi les hauts responsables du Congrès national africain après que le parti a perdu la majorité qu'il détenait à l'issue des élections de la semaine dernière. Réuni à Johannesburg, le comité exécutif national de l'ANC tente ainsi de résoudre les divergences dans les rangs du parti quant à la direction à prendre. Le Congrès national africain reste le plus grand parti avec 40% de voix obtenues au Parlement et a maintenant besoin d'une forme d'accord avec d'autres pour élire le président. Nous nous attendons à une discussion sobre et un engagement basé sur l'expérience d'autres pays dans le monde qui se sont trouvés dans la même situation que la nôtre. Nous n'avons jamais envisagé qu'au niveau national, nous nous trouvions dans une situation où nous devrions parler de coalition et de tout cela. Il s'agit donc de propositions qui ne sont pas gravées dans le marbre. Les membres du National Executive Committee ne sont pas des robots, ils sont autorisés à s'exprimer. L'éventualité d'une coalition entre l'ANC et le parti centriste Alliance démocratique, qui a obtenu 21% des voix au Parlement, s'est heurtée à la résistance des structures de base de l'ANC, ainsi que de certains de ses alliés politiques, comme le Congrès des syndicats sud-africains. La majorité des Sud-Africains n'a pas voté pour les partis qui font partie du pacte Moonshot, ou quel que soit le nom qu'ils se donnent. La majorité des Sud-Africains ont voté pour des partis progressistes qui défendent les intérêts des Sud-Africains noirs, et ces différents partis, certains d'entre eux, que je considère comme des ramifications de l'Alliance démocratique, qui ont été créés dans le but d'obtenir le vote des Noirs pour l'ADA, ont été rejetés par la population. L'ANC a indiqué qu'il penchait pour un gouvernement d'unité nationale qui rassemblerait de nombreux partis politiques dans le cadre d'un accord général, plutôt que pour une coalition. L'Espagne est devenue jeudi le premier pays européen à demander à un tribunal des Nations Unies l'autorisation de se joindre à l'affaire de l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide à Gaza. L'Afrique du Sud avait saisi la Cour internationale de justice à la fin de l'année dernière et la Cour avait ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire. Il faudrait d'une part que la paix revienne à Gaza et au Moyen-Orient, et pour que cela soit possible, il est urgent que nous soutenions tous la Cour, comme l'Espagne le fait aujourd'hui, afin que ces mesures de précaution soient respectées. Je rappelle une fois de plus que ces mesures sont obligatoires pour toutes les parties et que la Cour internationale de justice en a donné l'ordre pour arrêter l'opération militaire. Une fois admise dans l'affaire, l'Espagne pourra présenter des observations écrites et s'exprimer lors d'audiences publiques. La demande de l'Espagne est la dernière mesure prise par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez pour soutenir les efforts de paix à Gaza. Au moins 33 morts dans le centre de Gaza après des raids israéliens, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Une ancienne école transformée en refuge gérée par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été touchée dans la nuit. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. L'armée israélienne a admis que ses avions de combat avaient visé délibérément le bâtiment et affirmé, sans fournir immédiatement de preuves, que le Hamas et le djihad islamique utilisaient l'école comme couverture pour leurs opérations contre les soldats israéliens au sol. Elle a déclaré avoir pris des mesures avant la frappe pour, je cite, « réduire le risque de blesser des civils non impliqués », notamment en procédant à une surveillance aérienne et en recueillant des informations supplémentaires. Depuis le début de la semaine, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors de raids israéliens. Selon Médecins sans frontières, au moins 70 corps et 300 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés dans un hôpital du centre de Gaza après une vague d'attaques.
Côté diplomatique, les États-Unis continuent toujours à faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent leur proposition de cessez-le-feu en 3 phases, accord qui prévoit l'arrêt durable des combats, la libération des derniers otages et un important afflux d'aide dans la bande de Gaza. Des discussions qui patinent, notamment du côté du Premier ministre israélien. En effet, les membres les plus extrêmes de sa coalition lui ont lancé un ultimatum. S'il accepte cet accord de cessez-le-feu, son gouvernement tombera.